les propositions de Donald Trump, le plan Trump. On l'attendait depuis de nombreux jours. Il avait fait l'objet de beaucoup de rumeurs, de beaucoup de supputations. Cette fois-ci, il semble se confirmer de plusieurs sources et il semble comprendre, en particulier, bonsoir mon général. Darius. En particulier, une concession majeure. Il faut peut-être relire quelques-uns des points. En l'occurrence, la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, c'est-à-dire l'acceptation de l'annexion qui avait lieu depuis 2014, mais pas seulement de fait, ça c'est déjà le cas, mais de droit, ce qui évidemment serait un choc gigantesque. L'engagement que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, la Russie qui conserverait l'occupation des territoires conquis. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky ce soir et évidemment sa colère. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à dire. Cela va au-delà de notre constitution. Il s'agit de notre territoire, le territoire du peuple ukrainien. Dès que nous commençons à parler de la Crimée, de nos territoires souverains, nous entrons dans un cadre voulu par la Russie, qui consiste à faire durer la guerre, parce qu'il ne sera pas possible de se mettre d'accord rapidement sur tout. Général Yakovlev, tout se clarifie ce soir. Alors d'abord, on n'a pas tout. Là, je vois sur l'entête les options pour l'Ukraine. Je ne sais pas si on appelle ça des options. Et puis là, il y a quelques éléments. J'ose espérer que dans son plan, il y a autre chose. Et ensuite, c'est... les États-Unis ne font pas le droit international. Ils ne sont pas la source du droit. Donc si les États-Unis de Trump veulent reconnaître la Crimée comme territoire russe, ce qui est une abomination au sens religieux du terme, ce qui est une trahison, etc. Donc on va arrêter les qualificatifs. C'est que eux, quoi. Je veux dire, le Venezuela l'a fait, le Bélarus l'a fait, la Chine ne l'a pas fait, donc Trump se met dans le même sac que Maduro et Loukachenko. Voilà. Donc les Américains, s'ils veulent reconnaître la Crimée, c'est scandaleux, mais ça ne veut pas dire que c'est reconnu. Regardez bien la carte, qu'on comprenne bien ce qu'il y a visiblement dans l'esprit de l'équipe Trump, puisque cette fois-ci, ça se clarifie, et le fait que le président Zelensky lui-même réagisse et réagisse si nettement le montre. Il y a d'abord les territoires qui sont occupés, et très visiblement, c'est ce que dit Poutine, d'après le Financial Times, il serait prêt à prendre, au fond, à geler tout ce qui est actuellement. Mais ça, ce serait de fait et pas de droit. En revanche, Trump lui ferait ce cadeau gigantesque. Oui. La Crimée, c'est l'histoire de l'Europe. La Crimée, c'est à toi. Oui, et on ne voit pas pourquoi. On ne voit pas pourquoi. C'est en dehors de... Vous connaissez ma théorie sur Trump est amoureux de Poutine et il est prêt à lui donner n'importe quoi. Mais en dehors de ça, on ne voit pas pourquoi. L'Ukraine d'aujourd'hui a bien compris qu'elle ne contrôlera pas la Crimée dans un avenir prévisible. Général, certains Américains vous diront « Vous êtes bien gentil de nous faire la leçon, mais qu'avez-vous fait, vous, depuis 2014 ? On est en 2025. Ça fait 11 ans que la Crimée est occupée. On ne peut pas dire que l'Europe de l'Ouest soit battue comme une lionne pour la rendre aux Ukrainiens. » Non, parce qu'à l'époque, la question était de ne pas commencer la Troisième Guerre mondiale pour la Crimée. Je me souviens de la chancelière Merkel. Elle avait dit ouvertement « Nous ne déclencherons pas la Troisième Guerre mondiale pour la Crimée, pour la même raison qu'on ne l'a pas déclenchée pour Berlin. » Et je peux comprendre ça. Vous voyez ? Alors, oui, on s'est trompé, on n'en a pas fait assez. Moi, j'étais pour en faire beaucoup plus, mais personne... je compte pas. Hein. Et donc, OK, nous sommes tous dans l'erreur. Maintenant, c'est pas pour dire... Et vous, qu'est-ce que vous avez fait et ça vous autorise à faire n'importe quoi. Mais ceci dit, fondamentalement, ce n'est pas l'Amérique qui fait le droit. L'Amérique peut dire à Poutine « Je reconnais la Crimée ». Oui. Et si tous les autres disent « On ne reconnaît pas », à commencer par la Chine, c'est une reconnaissance qui est vide de sens, même si il y aura une Trump Tower à Sébastopol. Et on reparlera de ces projets de Trump, y compris en Russie. Mais d'abord, prenons la carte, la comparaison avec la France, elle est extrêmement parlante pour bien se représenter ce qui est en train de se passer. Si on rapporte les territoires occupés par la Russie, c'est à peu près 20%, c'est bien ça ? Oui, 19%. Un peu moins de 20%. Voilà, regardez l'énormité du territoire que ça représenterait pour la France. Région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est comme si la France était comme ça amputée d'un cinquième. C'est en gros, colossal. 2 fois l'Alsace-Lorraine de 1870. 2 fois l'Alsace-Lorraine. Que nous avons reconnu par traité d'ailleurs en 1872.
Mais donc, fondamentalement, Zelensky a raison de dire non, et nous avons raison de dire non. Ce n'est pas l'Amérique qui fait le droit international, surtout l'Amérique de Trump à l'heure actuelle, qui démonte le droit dans son propre pays. Donc, vous reconnaissez, vous, si vous voulez, vous êtes comme Maduro du Venezuela, vous êtes comme Loukachenko du Bélarus, vous êtes prêt à tout pour Poutine. Reconnaissez si vous voulez, faites des Trump Towers à Sébastopol. Il y a beaucoup de cadeaux qui sont en train de se dessiner pour Poutine. Celui-là, on va y revenir. Et il y a la non-adhésion à l'OTAN, c'est-à-dire une forme de promesse qui serait faite à la Russie que jamais l'Ukraine n'adhérera à l'OTAN. Écoutez la réaction de Peskov, le porte-parole du Kremlin. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией о том, что Украина не должна быть членом НАТО и не должна иметь перспективы. Voilà, on reviendra à la traduction exacte. Évidemment, il exprime sa satisfaction. Pour les Russes, tout ça, évidemment, est presque inespéré. Alors, la non-adhésion à l'OTAN, très franchement, d'abord, je rappelle qu'en 2010, 4 ans après cette affaire de Crimée, l'Ukraine avait renoncé officiellement à sa demande d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Après, Poutine leur a fait le coup de la Crimée et il dit c'est parce qu'ils veulent rejoindre l'OTAN. Non, ça c'est une inversion complète. Bon, maintenant, dire qu'ils ne rejoindront pas l'OTAN, bon, la vérité des prix était qu'il y avait pas mal de chances qu'ils ne rejoignent pas l'OTAN et c'était pas que Trump qui le disait, vous voyez. Et c'est pour ça que la vraie question pour les Ukrainiens, c'est la garantie de sécurité. Alors, ça ne sera pas l'OTAN, c'est pas grave, on trouvera autre chose. Donc, je ne vais pas dire que c'est un faux problème. C'est un acquis depuis longtemps et pas seulement parce que Poutine le réclame. Écoutez la télévision russe, à quel point la télévision russe, en quelque sorte, jubile de ce qui est en train de se passer, parce qu'en Russie, le grand renversement d'alliance est déjà consommé. Ah oui. L'opinion russe est habituée à ce qu'on dise maintenant, les États-Unis sont devenus nos amis. Comme le Venezuela. Zelensky est en train de perdre la boule. L'Ukraine est prête à céder 20% de son territoire. De toute évidence, toute la pression est sur Kiev. Le gel du front va se faire sur la ligne telle qu'elle est. La Crimée est russe et l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Et ouvrons la discussion. Nous ont rejoint sur ce plateau Valéria Fourmountian, vous êtes ancienne présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Louis Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la chaire stratégique de l'Université Paris-Panthéon, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et Renaud Girard, bonsoir. Grand reporter, chroniqueur international pour le Figaro. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que cette fois, Trump a franchi le Rubicon? En quelque sorte, si effectivement il donne la Crimée à la Russie, c'est vraiment l'acte historique. Oui, c'est l'acte historique, mais il faut voir ce que ça va provoquer. Est-ce que le fait que les Russes aient la Crimée dans les textes donnés par les Américains, est-ce que ça va calmer l'appétit expansionniste de Poutine? C'est là toute la question. Alors, si ça arrête la guerre, parce que tout le monde sait que jamais les Ukrainiens n'auraient repris la Crimée, si ça arrête la guerre, et si les Russes ne reprennent pas leurs attaques contre l'Ukraine, eh bien, ça sera un deal pas si mauvais que ça. Ça sera pas forcément reconnu, si vous voulez. Du temps de l'Union soviétique, les pays baltes, l'annexion des pays baltes n'a jamais été reconnue par les Français, par exemple. L'ambassadeur de France à Moscou, entre 1945 et 1989, n'a jamais mis les pieds dans les pays baltes. Mais au moins, il y a eu la paix. Mais attendez, Renaud Girard, oui, ça n'a pas été... Enfin, des générations de Baltes ont grandi sous la botte soviétique. On ne peut pas en parler comme d'une légèreté. Ah, c'est pas d'une légèreté, c'est tout à fait dommage que Roosevelt, qui adorait Staline, ait donné tout ça comme ça à Yalta, c'était en février 1945, où la France n'avait même pas été invitée, le général de Gaulle n'avait même pas été invité à la conférence de l'État. C'est tout à fait dommage que Roosevelt ait donné la moitié de l'Europe en esclavage à l'Union soviétique. Oui, c'est dommage. La reconnaissance américaine n'est pas une reconnaissance universelle. Donc, du coup, ça ne concernera que les États-Unis. La Russie pourra jubiler et Poutine pourra le mettre cacher la case vis-à-vis de son peuple et ses alliés
On se rappelle que toujours, il parle aussi à ceux qui sont anti-américains ou anti-occidentaux. Mais ce n'est pas pour autant que l'Europe va reconnaître, par exemple, ou le Canada, ou l'Australie, ou le Japon vont reconnaître cette annexion sauvage et contre les règles. Maintenant, la Chine s'était prononcée de manière effectivement réservée. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait parce que ça reste des alliés de la Russie. Mais ça peut être quelque chose de très très fort vis-à-vis des alliés de la Russie, des anti-occidentaux comme message finalement, parce que Trump peut aller aussi loin que ça et ne bafouer le droit international. Pour autant, cette reconnaissance sera partielle, comme d'autres coins, malheureusement, de la planète. Les Ukrainiens, d'ailleurs, avaient envisagé, si vous voulez, lors des discussions d'Istanbul en mars 2022, ils avaient envisagé de, comme on dit en anglais, to shelve the problem, c'est-à-dire de le mettre sur l'étagère. C'est-à-dire la Crimée, bon, on va en reparler dans 20 ans entre nous, entre Russes et Ukrainiens. C'était ça le deal et ils étaient d'accord sur ce point précis. Voilà, donc les Ukrainiens, il y a une discussion évidemment au sein du pouvoir ukrainien. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que ces trois conditions russes, et on aimerait, puisque c'était une négociation, savoir quelles ont été les 3, les 4 conditions américaines qu'on n'a pas. Et ces 3 conditions, l'annexion de la Crimée, la reconnaissance des extensions territoriales conquises par l'armée russe et la non-intégration dans l'OTAN, elles avaient été d'ailleurs à demi-mot quasiment acceptées par les émissaires américains, Witkoff en tête. Donc d'abord, ce qui est vrai, c'est qu'on en est aujourd'hui qu'à une annonce. Deuxièmement, que c'est pas parce que cette annonce est faite qu'elle réunira le consentement, et notamment en premier des Ukrainiens, c'est évident, mais des Européens. Et surtout, ce n'est pas un accord. Ces 3 conditions russes qui sembleraient en passe d'être acceptées, alors que déjà certains émissaires américains avaient cédé dans leurs exigences. Alors si on peut vous provoquer un peu, vous dites, c'est les Américains qui le disent, ça n'engage personne, etc., d'autres qu'eux, d'accord, mais les Européens, que feront-ils contre ça? Feront, pas seulement diront, feront. Qu'est-ce qu'ils feront contre ça? Ce qu'ils essayent de faire depuis en fait, l'arrivée de Trump avec ses grands sabots, c'est-à-dire se rendre autonome d'une part dans notre défense territoriale et aussi rendre l'Ukraine autonome rien qu'avec notre aide, hors aide américaine. Mais pardon, pour récupérer les territoires et récupérer la Crimée, est-ce que les Européens feront quelque chose ou ce ne seront que des mots? Ce sera certainement que des mots comme ça a été en 2014, c'est-à-dire qu'on va affirmer qu'on ne reconnaît pas la Crimée comme russe, mais on n'ira certainement pas mettre des hommes au sol et des avions en l'air pour défendre la territoriale. Alors en 2014, on a fait quelque chose quand même. Hein. On a imposé des sanctions. Ça nous a coûté cher à nous, Français, et évidemment, ça a sans doute frappé l'économie soviétique. Alors, on peut avoir une discussion, ça serait intéressant un jour, Darius. Est-ce que les sanctions, ça marche ou ça marche pas? Oui, mais qu'est-ce qu'on ferait? On a quand même mis des sanctions. Hein. Là, comme on dit, on a fait, on a pas. Général, vous aviez dit, par exemple, les Français, entre autres, pourraient frapper quand Mariupol était bombardé. Hein. Vous aviez dit sur ce même plateau, les Européens pourraient bombarder des positions russes pour les empêcher de faire ça. Ça n'a pas été fait. Vous aviez parlé de la no-fly zone. Ça n'a jamais été fait. En réalité, si on est un peu cynique, est-ce que les Américains mettre noir sur blanc ce que les Européens ont toujours fait sans le dire, c'est-à-dire abandonner la Crimée? Je vois pas du tout les choses comme ça. D'abord, les choses évoluent depuis 2022. Les opinions en Europe ont beaucoup évolué. Le débat sur la co-belligérance, par exemple, qui est quand même un peu derrière nous. Hein. Et il y a et je pense qu'il y a à travers toute l'Europe la reconnaissance que l'Ukraine fait la guerre pour nous et que cette guerre est la nôtre. Très franchement, en 2022, quand je disais ça sur les plateaux, je ne veux pas dire que j'étais seul, c'est pas vrai, oui. mais c'était une idée, oh là là, c'est loin. Bon. Illustration de ça, pardon, quand le chancelier Merz, c'est quand même très très fort, le chancelier d'Allemagne, rappelons-nous comment Scholz était prudent, lui dit non seulement il faut être plus audacieux, mais il faut même que l'armée ukrainienne sorte de la défensive et qu'elle puisse détruire la liaison terrestre entre la Russie et la Crimée, le fameux pont de Kerch. Le chancelier d'Allemagne dit, allez-y les Ukrainiens, je vais vous aider, prenez la Crimée. En gros, c'est ça qu'il dit là. Prenez la Crimée, non. Pas loin de ça. Il dit l'offensive et il dit on va détruire le pont de Kerch. C'est quand même quelque chose. On en est. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Ukrainiens qui croient aujourd'hui, comme le disait Renaud Girard, qu'on va partir à l'assaut. Non, le front est gelé, gelé en gros, et il est gelé des deux côtés. Voilà. Maintenant, pour en revenir à pourquoi ce cadeau de la reconnaissance de la Crimée, que les Russes n'ont même pas demandé, dans leurs rêves les plus fous, ils n'y croyaient pas. Moi, je crois que c'est une manœuvre perverse de Trump,
qui est d'obtenir que Zelensky dise c'est inacceptable, et ça permettra à Trump de dire voilà, c'est les Ukrainiens qui veulent pas la paix. Moi, je crois que surtout, on est quand même dans un cycle inopportun, parce qu'on croyait qu'il y avait une forme d'accord un peu raisonnable avec les Américains, avec la rencontre de Rubio à Paris, la rencontre demain à Londres, pour que les Européens infléchissent les positions américaines. La question de la Crimée, vous l'avez tous dit, et à l'instant, elle est une question qui était quand même globalement derrière nous, pouvant rester non réglée comme elle l'est depuis 2014. En revanche, la question de l'adhésion de l'OTAN, elle est loin devant nous. La seule question qui compte, c'est les territoires aujourd'hui occupés, la ligne de front et l'arrêt des hostilités. Et c'est la seule chose qui finalement n'est pas aujourd'hui connue comme position, et quelles sont les exigences et quelles sont les garanties données que les Russes n'iront pas plus loin. C'est ça le sujet. Nouveauté de la soirée, ce sont les plans, cette fois-ci, de Poutine, ou plutôt ce que le Financial Times, enfin, qui est quand même un des plus grands journaux de la planète et bien informé généralement, dit de ce que Poutine est prêt à faire. On va le lire ici. Vladimir Poutine a proposé de mettre fin à son invasion de l'Ukraine sur la ligne de front actuelle, dans le cadre des efforts visant à parvenir à un accord de paix avec le président Trump. C'est-à-dire que, en dehors de la Crimée, le front actuel serait en quelque sorte gelé. Il a tout intérêt à le faire, parce que Trump a dit il y a quelques semaines de ça, les gars russes se sont bien battus, ils méritent les territoires. Sauf que le diable se cachant dans les détails, Poutine a été très clair quand il a parlé des territoires à récupérer, c'est des territoires administratifs des régions et pas celles détenues aujourd'hui par ces militaires. Ça veut dire qu'il gagne du territoire sans perdre d'hommes ni de matériel. Plus beau cadeau, franchement, il n'y a pas. Hein. C'est clairement, il a tout intérêt à aller dans le sens de Trump, le brosser dans le sens du poil, parce qu'il obtiendrait beaucoup plus qu'il a déjà gagné lors des hostilités, sans pour autant investir un copec là-dedans. Quelle est votre hypothèse? Est-ce qu'ils sont en train de s'entendre? En fait, est-ce que Trump et Poutine sont, évidemment, ils ne sont pas amis au sens premier, mais est-ce qu'ils sont en train de jouer la même partition? Oui, sauf que on a vu que lorsque Poutine a refusé le cessez-le-feu proposé par les Américains, accepté par les Ukrainiens, il y a eu des propos plus amers et plus acerbes de Trump à l'égard de la Russie. Il a même dit, écoutez, si ils veulent vraiment pas faire la paix, ben, tant pis pour eux, moi je vais passer mon tour, il a dit. C'est-à-dire, voilà, c'est une guerre qui ne me concerne plus, mais ce qui voulait quand même dire que les armements qui ont été, dont le financement a été voté sous l'administration Biden, vont continuer à arriver aux Ukrainiens, ainsi que le renseignement. Et c'est pas du tout sûr que si Poutine n'avait pas essayé de faire autre chose et de déclarer une trêve, pas du tout sûr que les Américains auraient levé les sanctions. Il y a tout un système de sanctions qui est en place. Cette espèce d'idylle entre les deux administrations, celle de Poutine, celle de Trump. Regardez, alors il y a la fameuse main sur le cœur de Witkoff qui s'est rendu à Saint-Pétersbourg voir Poutine. On en sait plus sur ce fameux tableau, vous savez, rappelez-vous. Ah, on l'a scanné au moins? On a le tableau, regardez. Ça c'est... Est-ce qu'il a été scanné? Il n'y a pas de micro dedans? Ah oui, peut-être qu'ils ont mis un micro dedans, c'est une autre chose. Donc l'artiste russe révèle ce mystérieux portrait du président Trump qui, selon lui, aurait été offert par Poutine au président américain. Et regardez le choix du sujet. C'est évidemment la fameuse scène où le président Trump est passé tout près de se faire assassiner et il a levé le poing en disant « fight, fight, fight ». Et ce tableau-là, donc, c'est celui que, visiblement, Poutine a offert à Trump par les mains de Witkoff. Et si on regarde bien, c'est exactement la même œuvre, pas la même au sens strict, mais c'est le même sujet que celui que Trump avait choisi pour mettre dans la Maison-Blanche à la place du tableau d'Obama. C'est-à-dire que Poutine, avec un certain sens vieux KGBiste de l'approche, a choisi sans doute un des sujets qui tient le plus à cœur à Trump. Oui, évidemment. Trump, il déteste Obama parce qu'Obama s'était moqué de lui à un grand dîner, vous savez, ces dîners où il y avait toute la presse américaine en smoking, autant où il était simplement un grand entrepreneur avec peut-être quelques velléités politiques, mais il n'était pas vraiment dans la politique, et il s'était moqué de lui devant toute la nation américaine. Et là, Trump a dit, moi je vais relever le défi. Voilà. Tu te moques de moi, tu vas voir. Et il n'avait pas pu réagir parce que Obama était président, lui, il était un simple invité. Et donc ça, évidemment, il en veut énormément à Obama. Et ça, cette haine d'Obama peut lui faire faire des
selon moi, des bêtises, par exemple, d'avoir détruit ce très bon accord qui était l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015, que Obama et Kerry avaient, il faut reconnaître, remarquablement négocié et qui faisait avancer la cause de la paix dans le monde. On a eu toujours un coup de retard. On a l'impression que depuis janvier, à chaque fois, les gens un peu éberlués disent c'est pas possible qu'il fasse ça, et il le fait. Est-ce qu'on est au stade où Poutine et Trump peuvent s'allier contre l'Europe ? C'est déjà fait. C'est Trump qui s'est allié à Poutine et pas dans l'autre sens. C'est déjà fait. Objectivement, l'Amérique d'aujourd'hui agit contre nous. Mais avec des limites quand même. Il ne donne certainement pas des renseignements, sensibles aux Russes contre les Européens. Bon, peut-être que demain on découvrira. Vous dites ça, c'est aujourd'hui. On est quoi ? On est mardi. Tout est possible avec cette administration. Et surtout l'abandon. Mais là où nous reprendrons l'initiative, c'est quand, à force de pousser le bouchon trop loin, Zelensky refusera, l'Ukraine refusera, et que Poutine se rendra compte que Trump ne peut pas lui livrer l'Ukraine. En réalité, il n'a pas le pouvoir de forcer l'Ukraine. Si l'Ukraine tient jusqu'au bout et que l'Europe est à la hauteur et qu'elle s'arrache les doigts pour le faire, Trump et ses promesses sont vides, en fait. Et il peut reconnaître la... Je ne suis pas d'accord avec le général. Je pense qu'on est toujours les alliés des Américains. Je pense que les Américains continuent à fournir du renseignement aux Ukrainiens, que les leaders européens ont dit eux-mêmes, publiquement, qu'ils n'étaient pas capables de fournir. Les Américains continuent à le fournir. Les Américains continuent à faire passer du matériel entre l'Allemagne, la Pologne et vers l'Ukraine. Nous continuons à faire des manœuvres avec les Américains. Nous avons une coopération aussi dans le renseignement très approfondie avec les Américains. Ça, c'est l'état des lieux. Alors maintenant, on a effectivement quelqu'un qui a une diplomatie pour le moins inhabituelle, disons, un peu un peu loup. Voilà, certains disent loufoque, d'autres disent inventive. Enfin, regardez la vieille garde du Figaro qui dit inhabituel. C'est ce qu'ils appellent l'understatement. Loufoque ou inhabituel. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est intéressant. Peut-être qu'on aura un accord, et je l'espère, c'est bien parti sur l'Iran, et c'est très important. Mais si l'Iran réintègre la communauté internationale, c'est quand même quelque chose de très important. Mais pour le moment, moi je considère que les Américains sont toujours nos alliés. Comment l'Ukraine va-t-elle réagir ? Je ne suis pas pour que l'Europe soit alignée sur l'Amérique, c'est différent. On va continuer et vous allez pouvoir préciser votre pensée juste après cette interruption. L'Ukraine réagit, on va voir que notamment en Crimée, il y a un certain nombre de mouvements assez intéressants qui montrent que la bataille n'est pas militairement terminée et que l'Ukraine et la Russie d'ailleurs, l'une et l'autre, sont en train de préparer peut-être des combats. À tout de suite.